Mon mari est mort dans un tragique accident quelques jours seulement avant mon accouchement. Lorsque j'ai enfin donné naissance à mes jumeaux à l'hôpital, ma propre famille a fait irruption dans la chambre. Mon père, un homme sans cœur, m'a giflé au visage, a arraché mon nouveau-né de mes bras et l'a remis à mon frère et à ma belle-sœur. Alors qu'il se précipitait vers la porte avec le dernier héritage de mon défunt mari, il pensait avoir dépouillé avec succès une veuve sans défense et en plein deuil. Mais ils ignoraient que ma main était déjà posée sur un bouton d'urgence dissimulé sous le matelas. Je venais de transformer cette chambre d'hôpital en un piège redoutable. Et ce qui s'est passé ensuite a complètement détruit ma famille sur plusieurs générations. Avant de vous raconter comment j'ai mis ma famille à genoux, j'aimerais savoir qui me soutient aujourd'hui. Depuis quel endroit du monde regardez-vous cette vidéo et quelle heure exacte affiche votre horloge en ce moment même? Écrivez votre ville et l'heure dans les commentaires ci-dessous. Je les lis absolument tous. Maintenant, revenons à cette nuit où ma vie a basculé pour toujours. Je m'appelle Victoire. J'ai 30 ans. Et si vous m'aviez demandé il y a tout juste un an ce que représentait la famille pour moi, je vous aurais répondu que c'était tout. J'ai grandi près de Bordeaux, dans une région où les vignobles s'étendent à perte de vue et où les vieilles familles bourgeoises prêchent la loyauté comme une seconde religion. Mais dans ma maison, cette loyauté était à sens unique. J'ai été élevée pour être celle qui se tait, la fille docile qui ne faisait pas de vagues, la sœur qui s'effaçait naturellement dans l'ombre pour que mon frère Alexandre puisse être sous le feu des projecteurs. Pendant 30 ans, j'ai courbé l'échine, ravalé mes paroles et je me suis persuadée qu'encaisser leurs coups émotionnels était simplement mon devoir. Je pensais que c'était cela, être une bonne fille et une bonne sœur. Puis j'ai rencontré Antoine. Antoine était ingénieur en génie civil, un homme qui regardait le monde à travers le prisme des fondations, des plans et de la stabilité du béton. Mais, lorsqu'il me regardait, il voyait quelqu'un qui méritait d'être protégé. Pendant les 3 années de notre mariage, il m'a montré ce qu'était de vraies fondations. Il a bâti autour de mon cœur un rempart que les manipulations de ma famille ne pouvaient pas traverser. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas un second choix ou une simple utilité. J'étais choyée. Nous avons acheté une maison modeste et lumineuse en périphérie de Bordeaux, loin de la présence étouffante de mes parents, Charles et Hélène. Antoine travaillait d'arrache-pied sur ses chantiers et je gérais notre foyer, économisant chaque centime pour construire un avenir basé sur le respect sincère et l'amour mutuel. C'était une vie belle et paisible, un contraste saisissant avec la cruauté intéressée dans laquelle j'avais grandi. Antoine m'a appris à me tenir droite, à m'exprimer et à croire que j'avais droit au bonheur sans avoir à payer une taxe à ma famille pour cela. Il m'a offert l'innocence et la sécurité dont j'avais été privée durant toute mon enfance. Mais avec le recul, je réalise que cette innocence m'a rendue aveugle. Elle m'a empêché de voir que les personnes qui partageaient mon sang n'étaient pas seulement difficiles, elles étaient de véritables prédateurs. Ils observaient mon bonheur se construire de loin, attendant le moment idéal pour le détruire et piller les restes de ma vie. Dans une famille comme la mienne, votre valeur dépend uniquement de ce que vous pouvez donner. Et dès que vous arrêtez de donner, vous devenez l'ennemi. Pendant des années, mon père Charles et ma mère Hélène ont traité mon compte bancaire comme une réserve financière familiale. Dans la vingtaine, je cumulais 2 emplois, économisant chaque euro pour m'offrir une vie indépendante. Mais chaque fois qu'Alexandre avait besoin de quelque chose, mon téléphone sonnait. Il y a 4 ans, Alexandre a rencontré Chloé. Chloé était une femme qui exigeait que le monde lui soit servi sur un plateau d'argent, et Alexandre était prêt à voler
N'importe qui pour le lui offrir. Lorsqu'ils se sont fiancés, ils ont organisé un mariage bien au-dessus de leurs moyens. Un soir, Charles et Hélène m'ont fait asseoir dans leur salon. Il n'y avait aucune chaleur, aucune politesse. Charles m'a simplement regardé et m'a dit, « Alexandre a besoin de tes économies. Il doit démarrer dans la vie. Et en tant que sœur aînée, c'est ta responsabilité de l'aider. » J'avais mis de côté exactement 15 000 euros. C'était mon fonds de liberté, l'argent qui me garantissait de ne plus jamais avoir à leur demander quoi que ce soit. J'ai pleuré, j'ai argumenté, et je leur ai dit que je préparais mon propre avenir. Mais le chantage affectif était étouffant. Ma mère pleurait, me traitant d'égoïste, tandis que mon père menaçait de me renier et de dire à toute la famille que j'étais une fille froide et ingrate. J'ai craqué. Sous la pression. J'ai transféré la totalité des 15 000 euros sur le compte d'Alexandre. Lors de son mariage, alors que je les regardais s'abraider bouteille de champagne hors de prix, ni Alexandre ni Chloé n'ont daigné me jeter un regard pour me remercier. Je n'étais que le distributeur automatique qui avait permis à leur journée de rêve d'exister. Mais le véritable cauchemar a commencé 2 ans après leur mariage. Alexandre et Chloé essayaient d'avoir un enfant, sans succès. Après des dizaines de rendez-vous médicaux et des examens coûteux, le diagnostic est tombé. Chloé souffrait de complications graves et irréversibles. Elle était totalement stérile. Cette nouvelle a brisé quelque chose en elle. Son chagrin s'est rapidement transformé en une amertume toxique et obsessionnelle. Elle ne supportait plus la vue des femmes enceintes, et mes parents ont immédiatement épousé sa folie. Tout le foyer tournait autour du drame de Chloé, et Alexandre en profitait pour obtenir encore plus de sympathie et d'aide financière de nos parents. C'est alors qu'Antoine et moi avons appris que j'étais enceinte. Et ce n'était pas un seul bébé. J'attendais des jumeaux. Dès que nous avons partagé la nouvelle, toute l'ambiance a changé. Il n'y a eu aucune félicitation, aucun geste d'affection. Ma mère m'a regardé avec des yeux froids et calculateurs, et Chloé s'est littéralement levée de table pour quitter la pièce en claquant la porte. Une semaine plus tard, Charles a convoqué une réunion de famille dans un petit bistrot en périphérie de la ville. Il n'a pas invité Antoine, me demandant de venir seul. Quand je me suis assise, le piège s'est refermé. Charles m'a regardé à travers la table, a raclé sa gorge et m'a annoncé que, puisqu'Antoine et moi avions la chance d'avoir 2 garçons, c'était mon devoir moral et familial de donner l'un des jumeaux à Alexandre et Chloé. Il était d'un sérieux absolu, m'expliquant qu'ils avaient déjà préparé la chambre du bébé et que cela réglerait tous les problèmes de la famille. De toute façon, vous n'avez pas les moyens d'élever 2 enfants avec le seul salaire d'Antoine, a dit Charles d'un ton bas et autoritaire, celui qu'il avait toujours utilisé pour me dominer. Chloé se meurt de chagrin. Tu en as 2. Il est tout à fait juste que tu en donnes un à ton frère. J'étais assise là, le cœur au bord des lèvres, sentant mes bébés bouger en moi pour la première fois. Le dégoût profond que j'ai ressenti m'a donné un élan de courage que je n'avais jamais eu auparavant. Je me suis levée, repoussant ma chaise, et j'ai regardé mon père droit dans les yeux. Tu es devenu fou, ai-je chuchoté. Ce sont mes enfants, les enfants d'Antoine. Nous ne sommes pas une mère porteuse. Pour Alexandre. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai tout raconté à Antoine, il était hors de lui. Il a immédiatement appelé Charles pour fixer une limite claire et définitive, lui disant que si quiconque mentionnait à nouveau l'idée de nous prendre un enfant, nous couperions définitivement les ponts. La réponse de ma famille a été immédiate et brutale. Ils nous ont totalement
Ignorés, on maudit ma grossesse, bloqué mon numéro et ne m'ont plus donné de nouvelles pendant des mois. Ils me traitaient comme si j'étais morte, simplement. Parce que j'avais refusé de les laisser s'approprier mon futur bébé. À 38 semaines de grossesse, le corps est lourd, l'esprit est épuisé, et l'on est entièrement tourné vers l'arrivée de cette nouvelle vie. Je comptais les jours qui me séparaient du moment où Antoine tiendrait nos fils dans ses bras. Mais un mardi soir, qui restera gravé dans ma mémoire jusqu'à mon dernier souffle, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas ma famille. C'était un gendarme de la brigade locale. L'utilitaire d'Antoine avait été percuté latéralement par un chauffard qui avait grillé un feu rouge à une intersection près de son chantier. Le choc avait été d'une violence inouïe. La voix du gendarme semblait lointaine, comme s'il parlait au bout d'un long tunnel sombre. Il m'a annoncé qu'Antoine était décédé avant même que les secours ne puissent l'extraire du véhicule. Je n'ai pas seulement pleuré, j'ai senti mon âme entière se détacher de mon corps. Je me suis effondrée sur le parquet de notre salon, serrant mon ventre arrondi, hurlant le nom d'Antoine dans une maison vide. L'homme qui m'avait protégée, la seule personne qui m'avait aimée pour ce que j'étais, venait de disparaître en un instant. J'étais totalement seule. Pendant 3 jours d'une agonie sans nom, je suis restée isolée dans cette maison. Je ne dormais plus, je pouvais à peine respirer. Je fixais le téléphone, espérant un miracle, espérant que ma famille se comporte enfin comme une famille. Je savais qu'ils étaient au courant, car des proches éloignés avaient publié des messages de condoléances en ligne. Pourtant, de la part de mon père Charles, de ma mère Hélène ou de mon frère Alexandre, ce fut un silence absolu et assourdissant. Pas un appel, pas un message, pas un coup à la porte. Ils ne sont pas venus voir si j'avais de quoi manger, ils ne se sont pas souciés de ma survie. Ils m'ont laissé sombrer dans mon chagrin, me punissant, même dans mon heure la plus sombre, pour avoir refusé leurs exigences tordues quelques mois plus tôt. Le 4e soir, la douleur physique de ce chagrin m'a rattrapé. Des contractions d'une intensité féroce ont traversé mon abdomen comme une décharge électrique. J'ai perdu les os sur le tapis du salon. Terrifié, pleurant Antoine et tenant à peine debout, j'ai rampé sur le sol pour atteindre mon téléphone. Je n'ai pas pris la peine d'appeler mes parents, sachant qu'ils ne répondraient pas. J'ai composé le 15. Moi-même. J'ai été transporté au CHU Pellegrin de Bordeaux au milieu de la nuit, allongé à l'arrière d'une ambulance, serrant la main d'un ambulancier inconnu qui me répétait de respirer. Le travail a été une descente aux enfers. De 12 heures. Chaque contraction semblait déchirer un peu plus mon cœur déjà brisé. Je n'avais pas de mari pour me tenir la main, pour essuyer la sueur sur mon front ou pour me rassurer. Je n'avais que les murs stériles de la chambre 412 et les consignes douces du docteur Martin, l'obstétricien de garde. À 6h14 du matin, porté par un pur instinct de survie et le désir de protéger l'héritage d'Antoine, j'ai donné naissance à 2 magnifiques petits garçons en bonne santé, Louis et Jules. Lorsque les sages-femmes les ont posés sur ma poitrine, j'ai fondu en larmes, un mélange d'épuisement total et de soulagement douloureux. Ils avaient les cheveux sombres d'Antoine. Ils étaient parfaits. Pendant un court instant, la douleur atroce de l'absence de mon mari a été apaisée par la chaleur du souffle de mes fils contre ma peau. Les infirmières les ont ensuite installés dans 2 petits berceaux juste à côté de mon lit pour que je puisse me reposer. À peine 2 heures après l'accouchement, alors que je sombrais dans un sommeil provoqué par les analgésiques, la lourde porte en bois de la chambre 412 s'est ouverte avec violence. Je me suis redressée en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Je m'attendais à une urgence médicale. Au lieu de
Ceux-là, entrant d'un pas agressif et déterminé, se tenaient Charles, Hélène, Alexandre et Chloé. Ils n'avaient pas de fleurs, ils n'avaient pas de larmes de compassion pour mon deuil. Chloé portait un manteau d'hiver épais et tenait dans ses bras un siège auto pour bébé flambant neuf et vide. Mon père s'est approché directement de mon lit, me dominant de toute sa hauteur. Son visage était totalement dénué d'empathie. Il a regardé mon visage pâle et trempé de sueur, et a parlé d'une voix froide et détachée qui m'a glacé le sang. Dieu a repris Antoine parce qu'il savait que tu ne pourrais pas élever deux garçons seuls. Victoire, a dit Charles, ses yeux se tournant vers les berceaux. C'est un signe. L'univers a corrigé ton égoïsme. Nous prenons Jules aujourd'hui. Alexandre et Chloé vont l'élever. C'est décidé. Tu signeras les papiers de délégation d'autorité parentale avant ta sortie. Je l'ai regardé, totalement paralysé par la cruauté sans nom de ses paroles. Sortez, ai-je réussi à articuler, la voix tremblante mais chargée de colère. Ne touchez pas à mes enfants. Antoine est mort. Comment pouvez-vous me faire ça? Je me suis dégagé de mes couvertures, jetant mon corps au-dessus des deux berceaux pour protéger mes nouveau-nés contre ma poitrine. Vous ne les toucherez pas, partez. Le visage de Charles s'est assombri de rage. Ne t'avise pas de lever le ton avec moi, a-t-il grogné. Avant même que je ne puisse réagir, sa main lourde s'est abattue sur mon visage. Le coup a été violent et sonore. Il m'a giflé durement sur la joue gauche, propageant une onde de douleur aveuglante à travers mon visage. Ma tête a heurté les oreillers, pendant une seconde, ma vision s'est troublée. Profitant de ma désorientation, Alexandre s'est avancé, bousculant ma mère. Dans la confusion et la panique générale, ses mains lâches se sont introduites dans les berceaux, saisissant Jules par erreur, arrachant mon nouveau-né en larmes à mon corps. La brûlure de la gifle de mon père irradiait sur ma joue gauche, laissant une douleur profonde qui semblait résonner avec le vide de ma vie brisée. Mais alors que j'étais allongé contre les oreillers de l'hôpital, regardant mon frère Alexandre bercer maladroitement un petit Jules terrifié et hurlant, tandis que Chloé tendait des bras avides, quelque chose s'est brisé définitivement en moi. La fille docile et soumise que j'avais été pendant 30 ans a disparu à tout jamais. Face à mon fils traité comme une marchandise volée, le chagrin écrasant de la perte d'Antoine s'est transformé en une rage froide et déterminée. Mes larmes ont cessé. Instantanément. Ma respiration s'est calmée. J'ai levé les yeux vers le regard arrogant de mon père, vers l'indifférence glaciale de ma mère Hélène observant sa propre fille se faire agresser, et vers la posture lâche d'Alexandre. J'ai compris avec une clarté absolue que la gentillesse, la compréhension ou l'appel à leur humanité étaient des faiblesses fatales. Ils n'avaient pas d'humanité. C'étaient des prédateurs, et ils exploiteraient ma détresse jusqu'à détruire ma vie et s'emparer de l'héritage d'Antoine. Repose-le, Alexandre, ai-je dit. Ma voix n'était plus un cri, elle était basse, posée, et descendait dans un murmure si menaçant que mon frère s'est arrêté net. Tais-toi, Victoire, a répliqué Charles en s'approchant pour m'intimider, sa main frémissant encore du coup qu'il venait de porter. Tu es veuve désormais. Tu n'as pas d'argent, pas de mari, et aucun mot à dire là-dedans. Nous protégeons cette famille. Je n'ai pas cherché à débattre. Je n'ai pas supplié. Au lieu de cela, ma main gauche, dissimulée sous les draps de l'hôpital, a glissé le long de la barrière de protection du lit. Mes doigts ont cherché frénétiquement jusqu'à ce qu'ils trouvent le bouton en plastique de l'appel d'urgence médicale. J'ai appuyé dessus de toutes mes forces et je l'ai maintenu enfoncé. Je savais comment fonctionnait le système de l'hôpital. Rester appuyé sur ce bouton ne faisait
Pas seulement clignoter un voyant au poste des infirmières, cela ouvrait également un canal audio direct dans la chambre 412 pour que le personnel puisse évaluer l'urgence de la situation. J'ai gardé mon pouce ancré sur ce bouton, fixant mon père droit dans les yeux. Répète-le, Charles, ai-je dit. D'une voix forte, élevant volontairement le ton pour que le microphone capte parfaitement chaque mot. Dis-moi encore comment toi, Charles, et mon frère. Alexandre allait me forcer à abandonner mon fils Jules à Chloé sous prétexte qu'Antoine est mort il y a 4 jours. Dis-moi comment le fait de frapper ta fille qui vient d'accoucher te donne le droit d'enlever mon bébé. Charles a scié, son arrogance le rendant totalement aveugle au piège qui se refermait sur lui. Ce n'est pas un enlèvement quand il s'agit de la famille, espèce d'ingrate, a-t-il hurlé, se tenant juste sous le boîtier mural. Nous prenons cet enfant et si tu ouvres la bouche, je m'assurerai que tu ne vois plus jamais un centime d'aide de notre part. Alexandre, met le petit dans le siège auto. On s'en va. J'ai regardé au-dessus de l'épaule de mon père et j'ai vu le petit voyant vert de l'interphone mural clignoter rapidement. Le piège avait fonctionné. Le lourd silence qui a suivi la dernière menace de mon père a duré moins de 90 secondes. Soudain, la porte de la chambre 412 ne s'est pas juste ouverte, elle a été projetée contre le mur avec une force immense. Le docteur Martin est entré dans la pièce, flanqué de 3 agents de sécurité de l'hôpital. Avant même que ma famille ne comprenne ce qui se passait, les forces de l'ordre de garde à l'hôpital, menées par un policier d'expérience nommé Major Reynaud, ont investi l'espace, les mains posées sur leur ceinture. Éloignez-vous des berceaux immédiatement. Posez cet enfant, a ordonné le Major Reynaud d'une voix qui a résonné contre les murs stériles de la chambre. Le visage de Charles s'est instantanément vidé de sa couleur. Alexandre s'est figé, ses mains tremblant de lâcheté face à l'autorité policière. Dans un élan de pure lâcheté, mon père n'a pas cherché à assumer ses actes. Il a violemment poussé Chloé en avant, l'utilisant comme un bouclier humain, et s'est précipité vers l'escalier de secours au fond du couloir, suivi de près par Alexandre qui a laissé retomber Jules dans le berceau avant de fuir. Ils ont abandonné leur épouse sans un seul regard en arrière. Le major Reynaud a immédiatement plaqué Hélène et Chloé contre le mur, leur passant des menottes en acier au poignet. Vous êtes en état d'arrestation pour complicité d'enlèvement, intrusion illégale et mise en danger de la vie d'un mineur, a-t-il annoncé. Chloé a commencé à hurler de manière hystérique, sa voix se brisant en voyant son siège auto vide rouler sur le sol, tandis que ma mère pleurait, suppliant les policiers de respecter notre nom de famille. Le docteur Martin s'est précipité à mes côtés, le visage pâle d'inquiétude en examinant ma joue gauche. La peau enflait déjà, laissant apparaître une ecchymose violacée à l'endroit où la main de mon père m'avait frappé. Elle a immédiatement demandé à ce qu'on prenne des photos pour documenter l'agression, constituant ainsi un dossier médical et légal incontestable. Pendant que le personnel soignant stabilisait ma tension et ramenait mes bébés en larmes contre ma poitrine, je me suis redressée, détachée du chaos environnant, et j'ai regardé le major Reynaud dans les yeux. Je n'ai pas versé une seule larme. Avec une détermination froide et absolue, j'ai livré une déposition complète et enregistrée. J'ai détaillé les années d'extorsion financière, les 15 000 € volés, les exigences répétées concernant mes enfants à naître et l'agression physique qui venait d'avoir lieu. 2 semaines plus tard, une fois que mon état de santé et celui de mes fils ont été stabilisés, la police m'a raccompagné chez moi sous escorte pour assurer notre sécurité. La surveillance était stricte, mais ma véritable bataille se jouait désormais sur le terrain juridique. Moins de 10 jours après l'agression. À l'hôpital, Charles et Alexandre ont été retrouvés par les enquêteurs, cachés
dans un motel miteux en dehors de la ville. Ils ont été arrêtés et placés en détention provisoire sans possibilité de caution, le crime ayant été commis dans un établissement de soins sur une patiente vulnérable venant d'accoucher, avec tentative d'enlèvement de nouveau-né. Le procureur de la République a personnellement repris le dossier, élevant les poursuites à des accusations criminelles graves. Au cours des mois suivants, des membres de la famille éloignés et d'anciennes connaissances ont inondé mon téléphone de messages, me suppliant de retirer ma plainte pour protéger l'honneur de la famille. J'ai bloqué chacun d'entre eux. J'ai engagé un avocat spécialisé pour obtenir des mesures d'éloignement strictes et définitives. Lorsque la date du procès est arrivée, j'ai choisi de ne pas siéger dans la même salle d'audience que mes agresseurs. J'ai demandé, et le juge m'a accordé, l'autorisation spéciale de témoigner par visioconférence sécurisée depuis le bureau d'Antoine à la maison. Face à la caméra, j'ai exposé leur cruauté au tribunal, balayant leur défense. Grâce à l'enregistrement audio de l'interphone de l'hôpital, le juge a observé le banc des accusés avec un dégoût manifeste. Appuyé par le rapport médical, l'enregistrement audio et mon témoignage à distance, le ministère public a totalement démantelé la défense de ma famille. Le verdict a été de culpabilité pour tous les chefs d'accusation, et le tribunal s'est montré inflexible lors du prononcer des peines. Mon père, Charles, a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour complicité d'enlèvement, violence sur personnes vulnérables et mise en danger de mineurs. Mon frère Alexandre a écopé de 8 ans de prison pour son rôle direct dans la tentative d'enlèvement de Jules. Chloé et Hélène ont été condamnées à 5 ans d'emprisonnement chacune pour leur participation active à cette entreprise criminelle. Ils ont quitté la salle d'audience menottés et escortés par les forces de l'ordre, faisant face à la ruine totale de leur existence. Le tribunal m'a accordé la garde exclusive, totale et définitive de Louis et Jules, ainsi qu'une ordonnance de protection interdisant à tout membre de cette famille de s'approcher à moins de 300 mètres de nous. De plus, en raison de la carrière d'ingénieur d'Antoine et du caractère tragique des événements, l'État a validé le versement d'une pension de réversion et d'allocation de soutien familial, garantissant ainsi l'avenir financier de mes fils. Pour rester proche de mes bébés tout en traversant mon deuil, j'ai décidé de me tourner vers l'une des passions d'Antoine. Il avait toujours aimé ma cuisine. J'ai donc lancé une chaîne de vidéos de cuisine et d'art de vivre à la maison directement depuis notre cuisine. J'ai mis tout mon cœur, mes recettes et mon histoire personnelle dans ces réalisations. En quelques mois, la chaîne a rencontré un écho international, rassemblant plus d'1 million d'abonnés et assurant notre totale indépendance financière. Aujourd'hui, le soleil brille sur notre jardin. Il n'y a plus d'ombre de peur ici. Je suis entourée de mes véritables amis, devant un magnifique gâteau que j'ai préparé moi-même. Louis et Jules rient en soufflant la première bougie de leur tout premier anniversaire. Ils ont les yeux d'Antoine, et ils grandiront en sachant que leur mère a traversé l'enfer pour les garder en sécurité, libres et aimés. 1. Repensant à cette chambre d'hôpital, je réalise que le plus difficile n'a pas été la douleur physique ou le deuil, mais la prise de conscience douloureuse. Que les personnes qui partagent votre sang peuvent parfois être les plus dangereuses de votre vie. Mais me battre pour mes fils m'a appris que la véritable force ne consiste pas à se laisser piétiner au nom de la famille, mais à tracer une ligne infranchissable pour protéger ceux que l'on aime. La justice finit toujours par faire son œuvre. Je vous pose sincèrement la question. Pensez-vous que j'ai pris la bonne décision en laissant la justice condamner ma propre famille à des peines de prison? Qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si mon histoire vous a touché,
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour rejoindre notre communauté et suivre d'autres récits de vie chaque jour.